Iceberg Slim, Pimp, Mémoire d'un maquereau. Traduit de l'anglais États-Unis par Jean-François Ménard. Édition de l'Olivier, 1998 pour la présente traduction. Un Mac est heureux quand ses filles rigolent. C'est la preuve qu'elles sont toujours sous sa coupe. Toutes les putes ont quelque chose en commun. À l'image des minus qui triment pour un patron blanc, elles sont folles de joie quand leur Mac commet des erreurs. Elles l'observent et attendent sa chute. Le Mac est le salopard le plus seul de la terre. Il a l'obligation de tout savoir de ses putes, mais il doit veiller à ce qu'elles ne sachent rien de lui. Il faut qu'il reste toujours un dieu pour elles. Avertissement. À travers ce livre, je veux emmener le lecteur avec moi dans le monde secret du pimp, du Mac. Je veux mettre à nu la vie et les pensées du proxénète que j'ai été. Le récit de ma brutalité et des artifices que j'ai employés pour arriver à mes fins remplira de dégoût nombre d'entre vous. Mais si j'arrivais à sauver ne serait-ce qu'une seule personne, homme ou femme, de la tentation de plonger dans cette fange destructrice, si je parvenais à convaincre quelqu'un d'employer sa jeunesse et son intelligence d'une manière plus positive pour la société, alors le déplaisir que j'aurais apporté avec ce livre serait largement compensé. Il m'est malheureusement impossible, et je le regrette, de raconter toutes les expériences de ma vie de Mac, car il faudrait pour cela une demi-douzaine de volumes comme celui-ci. Mais ce que j'aurais livré de moi-même dans ce seul livre me permettra peut-être d'atténuer le remords que suscite en moi cette existence abominable. Peut-être même réussirai-je un jour à gagner le respect d'autrui, en apparaissant comme un être humain plus constructif. Mais plus que tout, je souhaiterais devenir un homme estimable aux yeux de mes enfants, et en pensant à cette femme merveilleuse qui repose dans sa tombe, ma mère. Avant-propos. L'aube se levait tandis que la grosse Cadillac filait le long des rues. Mes 5 putes bavardaient comme des pies saoules. Je sentais la puanteur typique que dégagent les tapineuses à la fin d'une longue nuit de travail. Mes parois nasales étaient à vif. C'est ce qui arrive quand on se bourre de cocaïne. J'avais le nez en feu. En respirant l'odeur de ces putes mêlée à celle de l'herbe qu'elles fumaient, j'avais l'impression que des lames de couteau invisibles me raclaient la cervelle à la racine. J'étais d'une humeur massacrante, malgré le gros tas de fric qui remplissait la boîte à gants. Nom de Dieu, y en a une qui a chié dans sa culotte ou quoi? Beuglai-je en faisant pivoter le déflecteur vers moi. Il y eut un long silence. Puis Rachel, ma pute de confiance, répliqua d'une voix délicieusement cajoleuse. Mon chéri adoré, c'est pas une odeur de merde que tu sens. On a bossé toute la nuit, et il n'y a pas de salle de bain dans les bagnoles où on éponge les michetons. On a travaillé dur rien que pour toi, mon chéri. Et ce que tu renifles, ce sont des culs de pute bien dégueulasses. J'eus un grand sourire, intérieur bien sûr. Les vrais Macs cachent leurs émotions derrière un masque d'acier. Et moi, j'étais un des plus glaciales. La tentative d'humour de Rachel provoqua des gloussements de rire. Un Mac est heureux quand ses filles rigolent. C'est la preuve qu'elles sont toujours sous sa coupe. Je rangeai la Cadillac le long du trottoir devant l'hôtel où crêchait Kim, ma dernière recrue, et la plus jolie de toutes mes filles. Je n'avais plus qu'une envie, raccompagner toutes mes putes et retourner dans mon propre hôtel. J'avais besoin d'être seul et de soigner mon nez avec un peu de cocaïne. La meilleure compagnie d'un Mac, c'est lui-même. Sa vie intérieure l'occupe entièrement. Elle est remplie de toutes les ruses, de tous les stratagèmes qu'il doit inventer pour se montrer plus astucieux que ses putes. Bonne nuit, baby, dis-je à Kim tandis qu'elle sortait de la voiture. N'oublie pas que c'est samedi aujourd'hui. Je veux tout le monde sur le bitume à midi au lieu de 7 heures. J'ai bien dit midi, pas midi 5 ni midi 2. Midi pile. Compris, bébé? Elle ne répondit pas, mais eut une étrange réaction. Elle contourna la Cadillac et s'approcha de ma fenêtre. Pendant un long moment, elle resta là à me regarder. Dans la faible lumière de l'aube, je distinguais l'expression tendue de son beau visage. Avec son accent pointu de Nouvelle-Angleterre, elle lança alors. « Tu reviendras me voir tout à l'heure? Depuis un mois, tu n'as pas passé une seule nuit avec moi. Alors je t'attends, ok ?» Un vrai Mac ne se fait pas payer pour baiser, et il gagne son fric parce qu'il sait toujours ce qu'il faut dire à une pute en lui répondant du tac au tac. Je savais que mes 4 autres filles tendaient l'oreille pour entendre ce que j'allais répliquer à cette jolie garce. Un Mac qui compte une fille exceptionnellement belle dans son écurie doit faire très attention. Une pute essaye toujours de découvrir les faiblesses de son Mac. J'affichai sur mon visage un masque menaçant et dis d'une voix grave d'outre-tombe. « Ça va pas, connasse ? Personne dans cette famille de putes ne prendra jamais de décision à ma place. Personne ne me dira jamais ce que je dois faire. Alors maintenant, tu remontes dans ta piaule, tu trempes ton cul merde dans la baignoire, tu pionces un coup, et tu reviens sur le pavé à midi, comme j'ai dit. » La fille resta là, immobile, les yeux plissés par la colère. Je sentais qu'elle s'apprêtait à faire son numéro sur place, devant les autres filles. Si j'avais été 10 ans plus jeune et plus bête, je serais sorti de la cade, je lui aurais cassé la mâchoire et je lui aurais foutu mon pied au cul. Mais le souvenir de la prison était encore trop frais dans ma mémoire. Je savais que la salope avait essayé de me piéger en lançant son invitation. « Vas-y, colle-moi ton pied au cul, dit-elle.
Qu'est-ce que j'ai à foutre d'un mec que je vois seulement quand il vient chercher son fric? J'en ai marre de tout ça. Faire partie d'une écurie, ça ne me plaît pas et ça ne me plaira jamais. Je sais que je suis la nouvelle qui doit faire ses preuves, mais merde, j'en ai ma claque de ces conneries, je me tire. Elle s'interrompit pour reprendre son souffle et alluma une cigarette. J'avais envie de lui flanquer une dérouillée, mais je me contentais de rester immobile en la regardant dans les yeux. J'ai fait plus de passes en 3 mois avec toi qu'en 2 ans avec Paul, poursuivit-elle. J'ai la chatte enflée, elle est à vif. Alors si t'as l'intention de me botter le cul, botte-le tout de suite, parce que après, je monte dans le premier dur qui passe et je retourne à Providence. Elle était jeune, vive, et n'avait pas son pareil pour attirer le micheton. Un vrai rêve pour un Mac, elle le savait. Elle m'avait mis à l'épreuve avec son coup de gueule et s'attendait à ce que je me laisse pigeonner. Elle fut déçue en s'apercevant que je restais parfaitement calme. Je la fis flancher quand je lui répondis de ma voix glaciale. « Écoute bien, pétasse. J'ai jamais connu une pute qui soit indispensable. Quand une pute me quitte, je fais la fête, parce que ça libère la place pour une autre fille qui en vaudra la peine et dont je ferai une star. Et toi, sale petite garce, si je te chie sur la gueule, il faudra que t'aimes ça et que t'ouvres grand la bouche. » Des flics passèrent dans une voiture de patrouille et j'affichai un sourire de cave jusqu'à ce qu'ils aient disparu. Kim restait planté là, grimaçant sous le vent glacé. Je poursuivis impitoyablement. « Tu n'es qu'un minable petit zéro, pétasse. Avant moi, tu bossais pour un pauvre mec sans la moindre réputation. À part sa mère, personne n'avait jamais entendu parler de ce connard. Je repasserai tout à l'heure pour te mettre le cul dans le train, connasse. » Je démarrai en trombe. Dans le rétroviseur, je vis Kim marcher lentement vers l'hôtel, les épaules voûtées. Jusqu'à ce que j'aie raccompagné la dernière de mes putes, il régnait un tel silence dans la Cadillac qu'on aurait entendu un moustique chier sur la lune. J'avais réussi l'examen à leurs yeux, dur et froid comme la glace. Un peu plus tard, je revins m'occuper de Kim. Elle avait fait ses bagages et ne disait rien. Sur le chemin de la gare, je feuilletais dans ma tête le manuel du parfait Mac pour trouver l'angle d'attaque qui me permettrait de la garder sans faire le lèche-cul. Mais il ne contenait pas la moindre indication pour résoudre une situation pareille. La gare semblait décidée à pousser son bluff à fond pour me mettre à l'épreuve jusqu'au bout. Nous étions dans le parking de la gare lorsqu'elle s'effondra enfin. Les yeux humides, elle se mit à glapir. « Chérie, tu ne vas pas me laisser partir. Je t'aime, mon chéri. » C'était le moment de jouer le bel indifférent pour assurer la prise. « Je ne veux pas d'une pute qui a envie de foutre le camp, dis-je. Si une fille veut être avec moi, il faut qu'elle me soit fidèle pour la vie. Après le cirque que tu m'as fait ce matin, il vaut mieux que tu partes. Une fille comme toi, je n'en ai pas besoin. » Ma froideur l'acheva. Elle tomba sur mes genoux en pleurant et en me suppliant de la garder. J'avais une théorie sur les putes qui se tirent. Je me disais qu'elles partent rarement sans emporter une liasse de fric. « File-moi le pognon que tu t'es mis de côté et je te donnerai peut-être une autre chance, » dis-je alors. Comme je m'y attendais, elle plongea la main dans son corsage et en sortit près de $500 qu'elle me tendit. Aucun Mac avec un peu de cervelle dans le crâne ne laisserait partir une jeune et belle pute qui peut encore faire pas mal de kilomètres. Je l'autorisai donc à rester avec moi. Lorsque je pus enfin reprendre le chemin de l'hôtel, je me souviens de ce que Baby Jones, le maître en proxénétisme qui avait fait mon éducation, m'avait expliqué au sujet des putes dans le genre de Kim. « Slim, m'avait-il dit, tu dois savoir qu'une jolie garce noire, c'est comme une pute blanche. Quand l'une ou l'autre entre dans une écurie, c'est pour la foutre en l'air et laisser le Mac sur le cul en ayant fait partir toutes ses filles. Il faut les faire marner dur et vite pour les obliger à ramener un maximum de fric le plus rapidement possible. Slim, retiens bien ça. Le métier de Mac, ça n'a rien à voir avec l'amour. Les filles, tiens-les à distance, fais-toi désirer, mais garde ta queue. Le connard qui croit qu'une pute peut être amoureuse de lui, il aurait mieux fait de rester au chaud dans le ventre de sa mère. » Je revis l'image de Pepper. Mes souvenirs remontèrent encore plus loin, et je me rappelais ce que Jones m'avait dit des putes qui veulent séduire leur Mac. Slim, un Mac c'est comme une pute qui aurait inversé les règles du jeu. Alors n'oublie pas, quand tu veux être gentil avec une fille, il faut que ce soit en proportion du fric qu'elle te donne, jamais plus. Ne baisse jamais une de tes putes avant de lui avoir pris un bon paquet de pognon. Pour un Mac, les putes, c'est comme pour les michetons. Ne te laisse pas mettre au lit pour rien. Demande toujours ton fric d'abord. Dans l'ascenseur qui me ramenait à la maison, je repensais à la première salope qui s'était servie de moi et à la façon dont elle s'était payée ma tête. Elle devait être vieille et grisonnante à présent. Mais si j'arrivais à la retrouver un jour, je lui ferais certainement payer ce qu'elle me devait avant de la rayer de ma mémoire. Chapitre 1. Arrachée au nid. Elle s'appelait Maude et m'avait mise dans son lit en 1921. Je n'avais que 3 ans. C'est ma mère qui me l'avait dit. Et chaque fois qu'elle me le racontait, sa rage, son indignation semblaient aussi intenses, aussi vives que le jour où elle avait surpris cette femme qui haletait et gémissait au bord de l'orgasme, ma tête minuscule coincée entre ses cuisses d'ébène, ses mains puissantes serrées comme un étau autour de mon crâne.
Ma mère travaillait dur dans une blanchisserie où on lavait le linge à la main. Ses journées étaient longues, et elle avait engagé Maude comme baby-sitter à 50 cents par jour. Maude était une jeune veuve. Étrangement, à Indianapolis, dans l'Indiana, elle avait la réputation d'être une fervente holy roller, ces excités qui prient Dieu dans des transes collectives. Par-delà les années, j'ai essayé de me souvenir de ses traits, mais la seule chose qui me revienne en mémoire, c'est ce rituel répugnant. Je me rappelle vaguement non pas les mots qu'elle prononçait, mais son excitation quand nous étions seuls tous les deux. Ce qui reste très vif dans mes souvenirs, en revanche, c'est ce trou noir, odorant, et les poils rêches qui me chatouillaient le visage. Je me souviens aussi très bien de ma panique quand, au plus fort de l'orgasme, elle enfonçait ma tête à coups répétés plus profondément encore dans ce gouffre velu. Je n'arrivais plus à respirer jusqu'à ce qu'elle exhale un long soupir. On aurait dit un énorme ballon noir qui se serait dégonflé en sifflant. Ses muscles alors se détendaient complètement et elle libérait enfin ma tête. Je me souviens de la douleur que provoquait la tension des muscles encore fragiles de mon cou, particulièrement à la base de ma langue. Maman et moi, nous nous étions installés à Indianapolis après avoir quitté Chicago où, alors qu'elle était enceinte de moi depuis 6 mois, mon père avait commencé à montrer son vrai visage, celui d'un irresponsable, d'un bon à rien, affublé de guêtres blanches. Ils étaient nés tous les deux dans une petite ville du Tennessee. Mon père avait jeté son dévolu sur la belle jeune fille encore vierge et avait réussi à la convaincre de l'épouser. Avec un immense soulagement, les parents de ma mère avaient donné leur bénédiction à cette union, en souhaitant bonne chance aux jeunes mariés sur la terre promise qui les attendait là-haut dans le nord, à Chicago. Ma mère avait 10 frères et sœurs. Son mariage signifiait une bouche de moins à nourrir. Le père de mon père était un cuisinier expérimenté, et il avait transmis son savoir-faire à son fils. À notre arrivée à Chicago, mon père avait ainsi pu décrocher un poste de chef cuisinier dans un grand hôtel de bon standing. Ma mère, elle, fut engagée comme serveuse. Maman me disait que même en travaillant tous les deux 12 heures par jour, 6 jours par semaine, ils n'arrivaient pas à mettre un sou de côté pour s'acheter des meubles ou quoi que ce soit d'autre. Au contact de la grande ville, mon idiot de père était devenu le gogo idéal. Il n'arrêtait pas de tourner autour des métis à gros cul qui attiraient le micheton avec des postures obscènes. Ce qu'elle ne parvenait pas à lui soutirer, il le dépensait dans des tripots où il jouait au craps en se faisant plumer par des tricheurs. Un soir à l'hôtel, il disparut de la cuisine. Ma mère finit par le retrouver en train d'embrocher avec vigueur une serveuse à moitié blanche, allongée sur un sac de pommes de terre au fond d'une remise, les jambes nouées autour de son dos. Maman me raconta qu'elle leur avait lancé tout ce qui lui était tombé sous la main. Lorsqu'ils émergèrent de sous les décombres, ils avaient perdu leur emploi. Mon père promit en pleurant de retourner dans le droit chemin et de se conduire enfin comme un homme, mais il n'avait ni la force ni la volonté de résister au plaisir à bon marché que la ville lui offrait. À ma naissance, il devint pire que jamais, et eut l'impudente stupidité de suggérer à ma mère de me déposer sur le porche d'une église catholique. Bien entendu, ma mère refusa. De dépit, il me jeta alors contre un mur. Je survécus au choc, mais il nous abandonna avec ses guêtres blanches resplendissantes et son chapeau melon planté de travers sur sa tête, comme un osseur en goguette. Ce fut le début d'un rude hiver. Maman rassembla des fers à friser et des peignes dans un petit sac. Elle m'enveloppa dans des couvertures bien chaudes, puis partit au hasard dans la ville sinistre et hostile. Le sac dans un bras, moi dans l'autre, elle entreprit de sonner aux portes. Son baratin donnait à peu près ça. « Madame, je peux vous faire de magnifiques cheveux bouclés. Si vous voulez bien me donner ma chance, pour 50 cents, pas plus, je vous promets que vos cheveux brilleront comme de l'or. » Maman me raconta qu'à ce moment-là, elle faisait glisser la couverture pour laisser voir mon minuscule visage aux yeux grands ouverts. Le spectacle que j'offrais, blotti dans le bras de ma mère par une température au-dessous de zéro, avait un effet magique. Elle parvint ainsi à gagner suffisamment d'argent pour nous faire vivre tous les deux. Au printemps, nous quittions Chicago pour Indianapolis en compagnie de nouveaux amis de ma mère. Nous y sommes restés jusqu'en 1924, après qu'un incendie eut détruit la blanchisserie où maman travaillait. Ma mère ne trouva pas d'autre emploi à Indianapolis et pendant 6 mois, il nous fallut survivre à l'aide de nos maigres économies. Nous n'avions plus un sou et quasiment plus rien à manger, lorsqu'un ange à la peau noire, en visite chez des membres de sa famille qui habitaient la ville, apparut dans notre vie. Charmé par la beauté et la grâce de ma mère, il tomba aussitôt amoureux d'elle. Il s'appelait Henry Upshaw, et je fus conquis par lui aussi vite que maman l'avait conquis. Il nous ramena dans l'Illinois, à Rockford, où il possédait une teinturerie pressing. C'était le seul magasin tenu par un noir dans le centre-ville. Dans cette période de crise économique, un noir dans sa situation rendait jaloux la plupart des autres noirs. Henry était très attaché à la religion, il avait de l'ambition, il était bon et gentil. Je me demande souvent comment ma vie aurait tourné si on ne m'avait pas arraché à lui. Il traita ma mère comme une princesse, tout ce qu'elle désirait, il le lui donnait. Elle était devenue une vraie gravure de mode. Chaque dimanche, nous allions tous les trois à l'église dans la Dodge noire étincelante, et tous les regards se tournaient vers nous lorsque nous descendions l'allée centrale, vêtus de nos habits impeccables. Parmi les Noirs, seuls quelques avocats et quelques médecins étaient aussi élégants et vivaient aussi bien que nous. Maman était présidente de plusieurs clubs de la ville.
Pour la première fois, nous avions une bonne vie. Maman avait un rêve. Elle en parla à Henri, et tel le génie de la lampe, il l'exauça. Son rêve, c'était un luxueux salon de beauté à 4 fauteuils, situé au cœur du quartier commerçant noir. Il brillait de tous ses crocs agrémentés de motifs noirs et or, et remporta dès son ouverture un succès florissant. Dans sa grande majorité, la clientèle de ma mère était constituée de prostituées, de proxénètes et autres malfrats du quartier chaud de Rockford. C'étaient les seuls qui avaient de l'argent à dépenser pour soigner leur apparence. La première fois que je vis Steve, il était assis dans un fauteuil du salon et se faisait manucurer. Maman lui soignait les ongles en souriant, les yeux rivés sur son beau visage olivâtre. En le voyant ainsi, avec son costume à fines rayures, je ne me doutais pas que j'avais devant les yeux un serpent qui allait empoisonner le cœur même de notre vie. Je n'avais pas le moindre soupçon de ce qui m'attendait au terme de cette dernière journée passée dans la boutique d'Henri, envahi par les volutes de vapeur qui s'élevaient dans un sifflement chaque fois qu'il abaissait sur un vêtement le couvercle de la vieille machine à repasser. Dieu qu'il faisait chaud dans la petite boutique. Mais je n'en serais sorti pour rien au monde. C'était les vacances scolaires et comme chaque été, j'avais passé la journée à aider mon beau-père dans son travail. Ce jour-là, en observant mon reflet dans les luxueuses chaussures noires que je venais de cirer au pied d'un banquier, j'étais sans doute le plus heureux des enfants noirs de Rockford. Pour finir, j'appliquai un peu de produit sur la semelle en fredonnant ma chanson préférée, Springtime in the Rockies. Le banquier descendit de son fauteuil et resta debout un instant pendant que j'enlevais une peluche accrochée à l'étoffe riche et soyeuse de son costume. Puis avec un sourire chaleureux, il glissa une incroyable pièce de 50 cents au creux de ma main, avant de quitter la boutique pour replonger dans le tumulte de la rue. À présent, je sifflais haut et fort ma chanson préférée. Il en coûtait 10 cents pour faire cirer ses chaussures. Quel pourboire! À ce moment-là, j'ignorais que jamais plus le banquier ne me glisserait une pièce dans la main. J'ignorais qu'au cours des 35 années qui allaient suivre, ce dernier jour dans la boutique resterait présent dans ma mémoire comme mon dernier jour de véritable bonheur. Plus tard, ce serait moi qui glisserais des billets de 5 $ dans la main des cireurs. Mes chaussures faites sur mesure coûteraient 3 fois plus cher que celles du banquier, mais elles auraient beau épouser à merveille la forme de mon pied, la peur et l'angoisse les useraient prématurément. Il ne se passa rien d'extraordinaire ce jour-là. Je n'entendis rien, ne remarquai rien qui aurait pu m'avertir qu'au cours du week-end, tout basculerait dans la confusion, qu'on m'arracherait soudain à cette vie si belle pour me plonger dans une vie de malheur. Pourtant, lorsque ce dernier jour me revient en mémoire aussi clairement que si c'était hier, je me souviens que Henri, mon beau-père, avait gardé un silence inhabituel. Mais j'étais trop jeune à l'époque pour deviner son inquiétude, pour comprendre qu'il avait le cœur brisé. À 10 ans, j'étais suffisamment grand cependant pour savoir que cet homme immense, noir et laid, qui nous avait sauvés de la famine, ma mère et moi, lorsque nous étions à Indianapolis, nous aimait de toute la force de son cœur généreux et sensible. Moi aussi, j'aimais Henri de tout mon cœur. C'était le seul vrai père que j'avais jamais connu. Au lieu de tomber amoureux fou de maman, il aurait mieux fait de la fuir à toutes jambes. Il aurait ainsi échappé à la mort prématurée qu'entraîna son chagrin. Pour lui, ma mère fut une meurtrière au teint sombre, dans une robe de taille 38. Ce dernier soir, à 8 heures, Dad et moi nous éteignîmes les lumières comme chaque fois qu'il fermait la boutique. D'une voix assourdie par l'émotion, il prononça mon nom, Bobby. Je me tournai vers lui et levai les yeux vers son visage. À la faible lueur que diffusait le réverbère de la rue, ses traits paraissaient tendus, anxieux. Je me sentis ému et troublé lorsqu'il posa ses énormes mains sur mes épaules et me serra très fort contre lui, en un geste étrange, désespéré. J'avais la tête contre la boucle de sa ceinture et j'entendais à peine les paroles pathétiques qu'il prononça d'une voix basse, précipitée. « Bobby, tu sais que je vous aime, maman et toi, n'est-ce pas ?» Je sentais contre ma joue les muscles de son ventre qui se contractaient, comme secoués de spasmes. Je savais qu'il était sur le point de fondre en larmes. « Oui, Daddy, bien sûr que je le sais, » en lui entourant la taille de mes bras. « On t'aime tous les deux, Daddy, et on t'aimera toujours. Toi et maman, vous ne me quitterez jamais, n'est-ce pas ? Tu sais bien, Bobby, que je n'ai personne d'autre au monde que vous deux. Si vous me laissiez tout seul, je ne pourrais plus rien faire. » Je me serrai contre lui et répondis « Ne t'en fais pas, Daddy, on ne te quittera jamais, c'est promis, je te le jure. » Nous devions offrir un drôle de spectacle tous les deux, le géant noir d'1,80 m et le petit garçon frêle qui se serraient désespérément l'un contre l'autre en pleurant dans la pénombre. Pendant le trajet de retour dans la grosse Dodge noire, toutes sortes de pensées tournèrent follement dans ma tête. Hélas, les craintes de ce pauvre Henri étaient fondées. Maman n'avait jamais aimé mon beau-père. Cet homme si gentil, si merveilleux, n'avait jamais représenté pour elle qu'un moyen incommode de vivre mieux. En revanche, elle avait eu le coup de foudre pour le serpent. Celui-ci avait prévu de séduire ma mère et de l'emmener à Chicago, la ville du vent. Ce salopard me considérait comme un excédent de bagages, mais vu la façon dont maman gobait son baratin, il se disait qu'il ne lui serait pas difficile de se débarrasser de moi un peu plus tard. Ce fut bien des années après,
alors que j'avais déjà commencé ma carrière de Mac, que je sus en détail ce que Steve avait manigancé et à quel point il était stupide. S'il était resté à Rockford, cet imbécile aurait pu profiter d'une femme intelligente et rangée, mariée à un bon cave aux idées larges, une femme qui s'était entichée de lui et dont la boutique marchait de mieux en mieux. Son pigeon de mari était fou amoureux d'elle, et il mettait tout son argent à sa disposition. Si Steve avait eu un peu de cervelle, il aurait pu rester sur place et contrôler les choses. En 2 ans, avec ce que rapportaient les 2 boutiques, il aurait amassé un joli paquet de fric. Avec tout cet argent, il aurait alors pu emmener ma mère ailleurs et faire ce qu'il voulait d'elle, y compris la mettre sur le trottoir s'il en avait envie. Je suis sûr qu'elle l'avait suffisamment dans la peau pour aller jusque-là. Et il fallait vraiment que ce trou du cul l'ait rendue folle pour qu'elle abandonne toutes les possibilités qui s'offraient à elle en n'emportant que $2500. Une semaine après notre arrivée à Chicago, Steve avait déjà claqué le blé en jouant aux cartes. À chacun de mes 4 séjours en prison, Dieu, comme j'ai regretté que ces 2 amants au cerveau fêlé ne m'aient pas laissé avec Henry, à leur départ de Rockford. Un épisode de ma vie que je n'oublierai jamais, c'est ce matin où, après que maman eut bouclé nos bagages, Henry perdit le combat qu'il livrait en lui-même pour conserver son orgueil et sa dignité. Il tomba soudain à genoux et se mit à pleurer comme un enfant qui s'est fait mal, suppliant ma mère de ne pas partir, l'implorant de rester avec lui. Ses bras étaient comme soudés autour des jambes de maman. D'une voix rauque, rongée par l'angoisse, il gémissait en nous répétant qu'il nous aimait plus que tout. « S'il te plaît, ne t'en vas pas, » gémit-il en levant vers elle des yeux ravagés par la douleur. « Si tu t'en vas, j'en mourrai. Je ne crois pas t'avoir jamais rien fait de mal, mais si c'est le cas, je te demande de me pardonner. » Je n'oublierai jamais le visage de ma mère à ce moment-là. On aurait dit un bourreau, et c'est ce qu'elle était d'une certaine manière. Elle se dégagea de son étreinte à coups de pied, puis avec un horrible sourire, elle lui répondit par ce mensonge. « Henry, mon chéri, je veux simplement partir pour quelque temps. Nous reviendrons, darling. » Dans l'état où il était, elle pouvait s'estimer heureuse qu'il ne l'ait pas tué, et moi avec, avant de nous enterrer tous les deux dans le jardin. Tandis que le taxi nous emmenait vers le lieu secret où Steve nous attendait dans sa vieille Ford T, je me retournai vers Henry qui nous regardait partir debout sur le perron. Je voyais sa poitrine se soulever et des larmes ruisselaient sur son visage torturé par la douleur. Trop de pensées se bousculaient dans ma tête comme des engrenages surchargés de roues, et j'avais trop mal pour pleurer. Après avoir roulé pendant je ne sais combien de temps, nous arrivâmes à Chicago. Steve disparut, et maman m'expliqua, dans la chambre d'hôtel sinistre où nous étions arrêtés, que mon véritable père allait venir nous voir. Je devais me souvenir de bien dire que Steve était un cousin de ma mère. Steve était stupide, c'est vrai, mais rusé, si vous voyez ce que je veux dire. Obéissant à ses instructions, ma mère, par l'intermédiaire d'un de ses frères qui magouillait à Chicago, avait repris contact avec mon père quelques semaines auparavant. Lorsque mon père, sur son 31 et puant l'eau de Cologne, franchit la porte de la chambre, le seul souvenir qui me revint en tête, ce fut le récit que m'avait fait maman du jour où ce grand zig à la peau sombre m'avait jeté contre le mur. Il me contempla longuement. C'était comme s'il avait regardé dans un miroir. La culpabilité qui bouillonnait au fond de lui remonta à la surface. Il me saisit et me serra contre lui. J'étais raide, contracté, dans les bras de cet étranger. Moi aussi, j'avais regardé dans le miroir lorsqu'il était entré, et je finis par lui passer mollement les bras autour du cou. Quand il étreignit ma mère, je vis qu'elle avait le même visage de pierre que lorsqu'elle avait quitté Henry. D'une démarche avantageuse, mon père parcourut la chambre de long en large, en se vantant d'être devenu le cuisinier personnel de Big Bill Thompson, le maire de Chicago. Je suis un homme nouveau à présent. J'ai mis de l'argent de côté et désormais, j'ai vraiment quelque chose à offrir à ma femme et à mon fils. Pourquoi ne pas essayer de revenir vivre avec moi? J'ai mûri en prenant de l'âge et je regrette amèrement les erreurs que j'ai commises dans le passé. Telle une veuve noire tissant sa toile autour de sa proie, ma mère se montra très réticente. Il se donna alors un mal fou pour essayer de la convaincre, et elle finit par accepter de revenir auprès de lui. La maison de mon père regorgeait d'œuvres d'art et de meubles de prix. Il avait également investi des milliers de dollars dans sa garde-robe et son linge. Au bout d'une semaine, mon oncle magouilleur vint nous rendre visite en compagnie de Steve pour faire un repérage des lieux. Mon père goba sans difficulté le cou du cousin de ma mère et sortit ses meilleurs cigares et son cognac pour régaler les voleurs. Il se passa encore une semaine avant qu'il n'emporte tout. Il faut se souvenir qu'à ce moment-là, je n'avais aucune idée de ce qui allait se passer. Je n'apprendrai la vérité, une vérité choquante, qu'après notre déménagement à Milwaukee. Le soir où tout se passa, ma mère semblait très agitée. Nous nous préparions à aller dîner chez des amis de mon père, des Blancs. Nos hôtes avaient des enfants de mon âge et je me souviens d'avoir passé une merveilleuse soirée avec ces nouveaux copains. Quand vint le temps de rentrer à la maison, je n'avais pas senti le temps passer. Au cours de ma vie, j'ai souvent vu des visages exprimer le choc ou la stupéfaction. Mais jamais je n'ai vu quelque chose de semblable à l'expression d'incrédulité, de complet désarroi qui s'afficha sur les traits de mon père lorsqu'il ouvrit la porte et pénétra dans sa maison entièrement vide.
Ses lèvres remuaient en silence. Il était incapable de prononcer le moindre mot. Tout avait disparu, tous les meubles, les tapisseries, absolument tout, depuis la machine à café jusqu'au tableau accroché au mur. Même les affaires de ma mère avaient été emportées. Maman se cramponna à lui au milieu de la maison vide. Elle essaya de le réconforter, versa de vraies larmes qui ruisselaient sur ses joues. J'imagine que c'étaient des larmes de joie devant la parfaite réussite du cambriolage. Ma mère avait raté sa vocation. Elle aurait fait une excellente actrice de cinéma. Le moindre petit rôle aurait suffi à lui assurer un Oscar chaque année. Elle annonça à mon père que nous irions nous installer chez des amis à Indianapolis en attendant qu'il aménage un nouveau nid douillet. Nous partîmes en train pour Milwaukee, à 150 km de là. Steve nous y attendait dans une maison qu'il avait louée et dont chaque mètre carré était meublé avec les affaires de mon père. Ce magnifique mobilier ne nous attira cependant ni bienfait ni bonheur. En quelques semaines, Steve avait tout vendu, objet par objet, pour satisfaire sa passion du craps, et l'argent s'envola sur quelques coups de dés. Ma mère avait trouvé un emploi de cuisinière, ses journées étaient longues, et Steve et moi nous nous retrouvions souvent seuls tous les deux. Dans ces moments-là, tout ce qu'il trouvait à dire c'était « Espèce de petit merdeux, je vais te foutre des coups de pied au cul que tu mérites. Je te préviens, si tu ne te tires pas d'ici très vite, je te tue. » Il se montrait toujours cruel avec moi. Maman m'avait acheté un petit chat que j'adorais, mais Steve détestait les animaux. Un jour, le chaton, qui n'avait pas encore appris à être propre, fit son affaire sur le carrelage de la cuisine. « Où est ce petit connard ?» s'exclama Steve. Le chaton s'était réfugié sous le canapé. Il l'attrapa et le descendit au bas de l'escalier où il y avait un mur en béton. Il le prit alors par les pattes de derrière. Moi, j'étais resté au premier étage, c'était là que nous habitions, à regarder ce qu'il allait faire, et je le vis soudain fracasser la tête du chaton contre le mur. Derrière la maison, il y avait un parc au sol cimenté auquel on accédait en descendant quelques marches. Je m'assis sur les marches en ciment et me mis à pleurer jusqu'à en vomir. Pendant tout ce temps, je répétais comme une litanie « Je déteste maman, je déteste maman, je déteste maman ». Puis « Je déteste Steve, je déteste Steve, je le déteste, je le hais ». Pendant des années, ma mère fut rongée par la culpabilité qu'elle éprouvait en pensant à la terrible décision qu'elle avait prise ce fameux week-end. Je sais bien que mon père était un misérable et qu'il méritait ce qui lui était arrivé. Je sais bien que ma mère avait besoin de cette vengeance et qu'elle avait dû en ressentir une grande satisfaction. Mais pour le jeune garçon que j'étais, il était difficile d'accepter que maman ait été complice d'une telle action. Peut-être que si elle avait gardé le secret sur son rôle dans ce cambriolage, je me serais senti, même d'une manière infime, un peu plus fort pour combattre la maladie du proxénétisme. D'une certaine façon, après cette traîtrise, maman ne m'apparaissait plus comme cette mère honnête et respectée qui m'emmenait prier avec elle à l'église de Rockford. L'autre jour, je suis allé sur sa tombe et pour la 100e fois depuis sa mort, je lui ai répété « Ce n'était pas vraiment ta faute, maman. Tu étais une fille de la campagne pas très intelligente. Tu ne comprenais pas grand-chose. J'ai été ton premier et unique enfant, et tu ne pouvais pas savoir à quel point Henri était important pour moi. » Un sanglot a étouffé ma voix. J'ai arrêté de lui parler sous son carré d'herbe muette, et j'ai pensé à Henri, qui pourrissait dans l'oubli de sa tombe. Puis la gorge serrée, j'ai poursuivi. À tes yeux, il était laid, mais je peux te jurer, maman, te jurer devant Dieu que pour moi, il était magnifiquement beau. Je l'aimais, maman, j'avais besoin de lui. J'aurais tellement voulu que tu sois capable de voir au-delà de la laideur de son visage, et que tu l'aimes un peu, suffisamment pour rester avec lui. On aurait pu être heureux tous les trois. Notre vie aurait été différente, mais je ne t'en veux pas. Je t'aime, maman. Je me suis interrompu et j'ai regardé le ciel en espérant qu'elle pouvait m'entendre là-haut. Puis j'ai continué. J'aimerais bien que tu sois toujours vivante. Tu verrais alors comme tu serais fière de moi. Je ne suis pas devenu avocat comme tu l'as toujours souhaité, mais tu as 2 très beaux petits-enfants, un 3e qui naîtra bientôt, et une belle fille splendide qui ressemble beaucoup à la femme que tu étais dans ta jeunesse. Des visiteurs étaient venus se recueillir devant la tombe voisine, un vieil homme et une petite fille aux yeux brillants qui devaient avoir une 10aine d'années. J'ai interrompu mes vantardises jusqu'à ce qu'ils soient partis et j'ai poursuivi. Tu sais, maman, ça fait 10 ans maintenant que j'ai complètement arrêté de me droguer, et 5 ans que je n'ai plus la moindre pute. Je me suis rangé, je travaille tous les jours. Tu te rends compte, maman? Iceberg Slim est devenu un cave. Tu n'en croirais pas tes yeux. Je m'habille avec des costumes à $50 que j'achète dans des boutiques de prêt-à-porter et ma voiture a 10 ans. Je te jure que c'est vrai. Au revoir, maman. Je reviendrai te voir à Noël. Et souviens-toi, je t'aimerai toujours. En m'éloignant de sa tombe, j'ai pensé. Au fond, je ne sais pas. Peut-être que ce psychiatre de la prison avait raison quand il m'a dit que j'étais devenu Mac à cause de ma haine inconsciente de ma mère. En tout cas, il y a une chose certaine. Chaque fois que je me trouve devant sa tombe, je ne peux pas m'empêcher de pleurer. Un peu comme si je pleurais à la pensée de tout ce que j'ai fait pour hâter sa mort. Mais peut-être qu'après tout, mes larmes ne sont qu'un rire déguisé. Environ 3 mois après que Steve eut tué mon chaton,
Maman échappa enfin à son envoûtement. Par une aube grise du mois d'avril, pendant qu'il était affalé, la bouche ouverte, dans une hébétude d'ivrogne, elle rassembla tout ce que nous pouvions emporter, et nous nous installâmes à l'hôtel dans une chambre avec plaque chauffante et toilette sur le palier. Steve avait piétiné 3 ans et demi de notre vie. J'allais bientôt avoir 14 ans. Le 4 août, date de mon anniversaire, notre vieil ami Steve, avec un sens diabolique de l'organisation, s'arrangea pour rendre l'événement inoubliable. Depuis cette aube frileuse d'avril, assoiffé de vengeance, il avait cherché ses victimes fugitives dans toutes les rues des bas quartiers. Seul dans la chambre d'hôtel, j'attendais avec impatience le retour de maman, qui avait promis de me faire un gâteau dans la cuisine de la patronne blanche pour qui elle travaillait. Elle m'avait dit qu'elle rentrerait de bonne heure, à 6 heures, pour fêter mon anniversaire. En fait, elle revint le 7 août. Elle sortait de l'hôpital avec une mâchoire fracturée, maintenue en place par du fil de fer passé entre les dents, et le corps couvert d'hématomes. Steve l'avait suivi, puis l'avait attaqué par surprise en la rouant de coups de poing et de pied, avant de disparaître dans les catacombes crasseuses du ghetto. Cette nuit-là, et toute la journée du lendemain, je restais tapi sous l'escalier qui menait chez lui, la main serrée sur un pic à gaz étincelant. Il ne revint jamais. Il avait déménagé. 20 ans plus tard, alors que je regardais par la fenêtre d'une suite luxueuse que j'occupais dans un hôtel cossu, je remarquai quelque chose de familier dans la silhouette voûtée d'un éboueur aux cheveux gris qui se trouvait dans la rue, 3 étages plus bas. Il eut comme un voile noir dans ma tête. Lorsque je repris conscience, j'étais sur le trottoir, sous un soleil éclatant, la main crispée sur la crosse d'un pistolet et seulement vêtu d'un pyjama de soie rouge. Tandis que le camion d'ordures tournait au coin de la rue, un peu plus loin, un petit groupe de passants observait avec des yeux ronds cette scène étrange. Rachel, ma pute en chef, me tirait par le bras en me suppliant de retourner dans ma suite. Ce fut la dernière fois que je vis Steve, mais aujourd'hui encore, je ne sais pas ce que je ferais si nos chemins se croisaient à nouveau. Peut-être que cette raclée, si douloureuse fut-elle, fit du bien à maman. Je me souviens comme j'étais inquiet lorsque dans cette chambre d'hôtel sordide, les néons de la rue projetaient à travers la fenêtre des éclats de lumière sur son visage. Ses yeux brillants fixaient le plafond. Dans un état de transe, elle se souvenait, et je sentais qu'elle l'avait toujours dans la peau. Ce salopard ne valait rien par ailleurs, mais au lit, ça devait être un sacré lascar. Après tout ce qu'il nous avait fait, elle continuait à en pincer terriblement pour cette crapule. La correction, cependant, se révéla bénéfique. Son attirance pour lui s'en trouva guérie. Maman avait reçu une amère leçon, et de la façon la plus brutale. La fille de la campagne avait roulé dans le foin avec le marlou des villes, et je voyais à présent dans son regard tout le chagrin et la culpabilité qu'elle en éprouvait. Mais il était trop tard pour retourner dans les paisibles collines de Rockford. Elle y avait détruit un homme, un enfant du pays. Henri était mort 1 an après notre départ, et jusqu'à ce qu'elle descende à son tour dans la tombe, il se relevait de la sienne pour venir la hanter dans sa solitude sombre et lugubre. Ma mère essayait désespérément de sauver ce qui pouvait l'être de l'image que j'avais eue d'elle. Elle s'efforçait de maintenir en moi un peu de l'amour et du respect qu'elle m'avait inspiré à Rockford. Mais j'en avais trop vu, j'avais trop souffert. La jungle avait commencé à insuffler en moi son amertume et sa férocité. Je perdais peu à peu, page par page, les principes de pensée et d'action que j'avais acquis à l'église, auprès d'Henri, ou de la troupe des Boy Scouts de Rockford. J'étais en train de m'imbiber comme une éponge du poison de la rue. Déjà, après l'école, je fréquentais les allées où on jouait au craps, le jeu préféré de Steve. Avec une frénésie dangereuse, je baisais toutes les filles assez faibles pour céder à mes avances. Un soir, je dus m'enfuir à toutes jambes lorsqu'un père de famille foudrage me surprit à l'arrière de sa maison, en train de me démener comme un animal, à califourchon sur le visage de sa fille. L'inhabituelle résistance de son pucelage avait fini par me faire perdre patience.